Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Huette, qui est directeur général de Dell Technologies France. Stéphane Huette, bonjour. Bonjour Guy. Merci d'avoir accepté notre invitation, puis bonne année, puisque c'est le premier qu'on reçoit cette année. Alors, malgré tout, on continue notre manière de procéder. Et il y a toujours une question d'actu sur laquelle on aimerait bien vous voir vous exprimer, c'est-à-dire une question d'actu qui ne dépend pas, qui n'est pas liée à Dell particulièrement, mais un événement, une tendance qui a retenu votre attention récemment, parmi beaucoup de choses qui se passent dans notre secteur IT et numérique. Alors, on a démarré l'année avec une nouvelle qui donne bien le cadre de ce que l'avenir va être, à savoir le ministère des Finances a mis en ligne un portail guichet unique pour les entreprises, afin que les entreprises maintenant dématérialisent complètement leurs déclarations. Ce portail a été victime d'une cyberattaque les 2 premiers jours de sa mise en service en début de semaine dernière. Je crois que ça traduit bien le monde d'aujourd'hui et encore plus celui de demain, avec un monde de plus en plus numérique, avec de la création de valeur, des services, qu'ils soient pour les administrations ou pour les entreprises, en ligne et disponibles, mais en même temps une exposition, un risque de plus en plus important, avec des cyberattaques qui sont en pleine explosion. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que ça, à terme, ça pose pas quand même un problème pour le développement vers le tout numérique? On parlait du tout électrique il n'y a pas si longtemps. Ça pose un autre problème, d'ailleurs. Et le tout numérique avec le développement des cyberattaques, est-ce que à terme, ça va pas finalement casser ce modèle? Je ne pense pas que ça le cassera. Je pense que tout modèle a toujours ses risques, qu'il soit matérialisé ou dématérialisé. Je pense que ce qui est important et que ça met bien en exergue, c'est la nécessité d'éduquer l'ensemble des entreprises, mais l'ensemble aussi des citoyens sur ces risques, ces attaques, comment s'en prémunir, comment éviter. Il y a un certain nombre d'habitudes à prendre qui sont assez simples, mais il faut les connaître, il faut commencer à se les approprier et derrière, je pense qu'on réduira significativement le nombre des attaques. Elles seront toujours là. Et ensuite, la deuxième grande sensibilisation, c'est de construire des plans de cyber-résilience afin de pouvoir redémarrer ces activités lorsqu'on est victime d'une attaque. La cyber-résilience, c'est un terme dont on parle de plus en plus. Alors, le problème que vous venez de soulever du ministère des Finances, finalement, ce sera une bonne entrée en matière pour Vincent Strubel, qui est le nouveau patron de l'ANSSI. Oui. Je pense qu'il attendait peut-être un peu plus de temps pour se mettre, même s'il est familier de l'ANSSI, puisqu'il y a depuis 15 ans, mais bon. Mais on travaille avec l'ANSSI d'ailleurs et le gouvernement, puisqu'on a participé à une journée qui s'appelait Rempart 22, qui a eu lieu au mois de décembre avec l'ANSSI, avec le Campus Cyber et d'autres organisations, avec pour la première fois une simulation d'une cyberattaque avec un ensemble d'organisations qui étaient co-participatrices, et nous étions partenaires de cette journée. L'idée et l'objectif était de simuler ces attaques et de voir la réaction. On a travaillé avec le centre Léon Bérard là-dessus, et ça a été extrêmement instructif. Très bien. Alors, puisqu'on est en début d'année, je vais vous faire un peu passer à l'épreuve, si je puis dire, et je vais vous demander, tout le monde y va de ses prévisions, mais c'est pas tellement des prévisions que je vais vous demander, plutôt les DSI sont confrontés à tout un tas de problèmes. On vient d'en mentionner un, la cybersécurité, qui est certainement un des problèmes majeurs, mais pour vous, en 2023, quel sera le défi le plus important auquel seront confrontés les DSI? Je pense que ce que l'on a vu depuis les 2-3 dernières années, c'est le rôle stratégique de l'IT. Donc, au-delà du défi du DSI, je pense que ça devient le défi d'une direction générale et même des conseils d'administration, de voir comment l'IT permet d'être un véritable outil de différenciation et de pérennisation de nos activités. Donc, les grands défis, c'est celui qu'on vient d'évoquer. C'est aujourd'hui la cyber-résilience et la cybersécurité. 86% des entreprises ont été victimes d'une attaque.
Alors souvent, elle peut être bénigne, elle a été rapidement isolée, mais comment aujourd'hui on met en place une stratégie de cyber-résilience, tant technologique qu'au niveau des processus et au niveau de la formation de nos collaborateurs. Je pense que ça, c'est un des grands défis. Et puis le deuxième, c'est comment, à travers des investissements qui continuent dans le numérique, on en tire le plus grand parti pour offrir de la vélocité et de la création de valeur pour son business. Donc finalement, c'est un échange entre la DSI ou le DSI et sa direction générale. Le DSI à bien faire comprendre à sa direction générale que maintenant le numérique est l'outil essentiel de l'entreprise ou un des outils essentiels, et la direction générale de comprendre cette idée relativement simple qu'on pousse depuis quand même pas mal d'années, mais qui avait un peu de mal à se faire comprendre. Tout à fait, et je pense de créer des partenariats avec l'ensemble des membres du comité de direction, puisque tous, que ce soit la finance, les RH, le marketing, les ventes, aujourd'hui dépendent et ont un besoin de l'IT extrêmement important. Donc ce partenariat DSI, CFO, oui. DSI, et pourtant, CRO. Il y a encore pas mal d'entreprises où les DSI n'est pas membre du COMEX. Alors pas mal, je ne sais pas, mais il y en a encore quelques-unes. Il y en a encore quelques-unes. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a beaucoup maintenant d'entreprises dont le directeur général s'approprie lui-même maintenant ce sujet de Donc l'IT. ça, vous l'avez constaté dans les relations que vous avez avec les entreprises. Absolument, tout à fait. Ça, c'est très encourageant. Un point positif. Alors, une question d'actu pour Dell. Vous avez annoncé il n'y a pas très longtemps le projet Frontier. Oui. Donc Frontière, on comprend, c'est à la périphérie, donc on parle de l'edge computing, et tous les cabinets d'analyse expliquent que l'edge va devenir un élément essentiel de l'informatique, de système d'information de l'entreprise, pas tellement comme entité à la périphérie, mais comme élément d'un système global, le plus souvent dans le cloud. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce projet Frontier et qu'est-ce que vous proposez exactement ? Bien, ce que l'on voit, Guy, c'est évidemment avec l'émergence de la 5G et de la connectivité partout, des opportunités pour les entreprises, aussi pour les particuliers, mais là on va se concentrer surtout sur les entreprises et les administrations, d'exploiter, de faire émerger de la capture et de l'analyse de données en local. Que ce soit dans une usine, que ce soit sur des sites de production d'électricité, on en parlait tout à l'heure, ça peut être des champs d'éoliennes, ça peut être des champs de panneaux solaires, où un certain nombre d'informations vont être intéressantes à être captées, traitées, et d'autres remontées. On voit beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des pilotes de solutions dans ce domaine-là, mais un des freins à la croissance de ce Edge Cloud est clairement la standardisation, la simplification, l'orchestration et la sécurisation de ces solutions qui sont dans le Edge, qui sont en périphérie. Donc ce que le projet, notre solution Frontière apporte, c'est une solution construite avec l'ensemble de l'écosystème des acteurs pour permettre d'orchestrer et de sécuriser en mode Zero Trust des solutions d'Edge Cloud. Ce qui va permettre, comme vous disiez, de créer non pas une solution spécifique et dédiée dans le Edge Cloud, mais bien quelque chose qui est une extension du système d'information par rapport au data center et au cloud public. Est-ce qu'on en est encore au projet pilote ou est-ce que vous avez déjà des réalisations, je dirais, de production à présenter ? Alors, on a des pilotes, en effet, et la montée en charge de cette solution qui va être disponible à partir du premier trimestre est attendue sur l'année. Donc la prochaine fois qu'on se verra, on pourra en parler plus abondamment. Peut-être que dans votre studio, on aura des solutions de Edge Cloud sur le projet Frontière. D'accord. Alors, il y a un autre sujet aussi, alors là, qui est un peu plus ancien, c'est sous le label Project Apex. Donc Apex, en fait, c'est une possibilité une offre de facturation, comme on en rencontre dans le cloud, mais pour tous les systèmes. Où est-ce que vous en êtes dans son développement, dans son application ? Est-ce que tout le catalogue aujourd'hui de Dell est Apex ? Comment réagissent les entreprises utilisatrices, comment est-ce que vous pouvez donner une photographie un peu plus précise, et est-ce qu'à terme finalement on sera du 100% Apex pour toutes les solutions que vous proposez ? Alors en effet on avait annoncé il y a un an et demi, 2 ans de cela le lancement de l'offre Apex qui est disponible depuis 18 mois en France. Alors l'objectif
pour répondre à votre question, c'est à terme d'avoir l'ensemble du catalogue des produits de Dell Technologies. Aujourd'hui, les premières mises en œuvre se font surtout au niveau des solutions du data center, c'est-à-dire des solutions de stockage, et des solutions de backup et de serveurs. À terme, l'idée sera également d'avoir également les postes clients et les solutions de Edge Cloud. Donc, ça, c'est la disponibilité, je dirais, en termes de roadmap produit. Ce que l'on a vu, et en France particulièrement, c'est sur l'année 2022, un besoin croissant, une demande croissante autour de ces solutions qui vient, je dirais, parfaitement correspondre à deux mouvements que l'on constate. Le premier, c'est l'habitude au sein des entreprises maintenant de consommer à la demande. Donc, pas nécessairement d'être uniquement facturé de façon flexible, mais aussi d'avoir l'ensemble d'un service disponible à la demande et avec une utilisation qui peut varier à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est un des constats qui se généralise. Et de l'autre, un besoin important également d'investir au niveau des solutions on-prem, donc dans les data centers, parce qu'avec la croissance, l'émergence puis la croissance du cloud public, un certain nombre d'applications et de données ne correspondent pas forcément à une application purement cloud public. Et donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui modernisent également leurs solutions on-prem, mais elles souhaitent le faire dans un modèle justement auquel elles se sont habituées, qui est de consommation à la demande. Et la solution Apex est réellement ciblée pour ce type de besoin. Et donc, les entreprises sont fortement demandeuses, si je puis dire, de ce modèle, ou est-ce que vous poussez Elles sont fortement intéressées. Après, la demande sera toujours dans un mode économique, si vous voulez. C'est-à-dire que l'étude se fera entre le souhait et la disponibilité d'avoir une solution présente dès aujourd'hui avec toute la flexibilité qu'elle apporte pour gérer l'incertitude par rapport à un modèle plus classique de CAPEX ou de CAPEX financier, si je sais bien projeter ma capacité de monter en charge et prédire mes besoins à venir. Mais est-ce que vous aidez l'entreprise justement à faire un peu le choix entre les deux modèles? C'est-à-dire que finalement, vous êtes relativement neutre par rapport à cette proposition-là et vous présentez les deux et c'est un peu à l'entreprise de prendre ce qui lui convient le mieux. Et alors c'est tout à fait ça et on va l'accompagner à identifier les paramètres structurants qui lui permettent de faire son choix, et le choix sera individuel à chaque business case et à chaque société, faut-il mieux faire un investissement de type CAPEX, quitte à ce qu'il soit financé, on a des solutions. Sachant qu'en plus vous êtes une banque maintenant. Absolument, donc on est tout à fait capable d'accompagner. Vous pouvez réorganiser les choses quasiment de la même manière des deux côtés. Alors, en tous les cas, en termes d'impact cash flow, absolument. D'accord. Mais l'autre étant de gérer l'opportunité d'investir dans des technologies nouvelles, de prendre une décision dès maintenant, avec une possibilité de capacité de variabilité importante. Mais alors justement, on en a parlé il n'y a pas très longtemps de l'idée de hardware as a service, c'est-à-dire qu'en gros, on va fournir à l'entreprise une solution complète dont elle ne va utiliser que, mettons, 20% ou 30% des capacités, des fonctionnalités, et puis au fur et à mesure, elles auront besoin de telles fonctions supplémentaires, telles capacités supplémentaires, et donc il y aura un dispositif qui permettra de passer. Est-ce que ça, c'est un modèle qui fait partie de vos prévisions? Tout à fait. C'est l'idée de Apex qui est vraiment de dire, de travailler avec un client sur un besoin aujourd'hui, un champ des possibles en termes de variabilité, et à nous, Dell Technologies, de prendre et de mettre à la disposition et les infrastructures et les services aussi pour opérer si le client le souhaite, parce que le client peut utiliser ses collaborateurs et ses compétences pour opérer ses machines et ses équipements, mais on peut aussi le faire s'il le souhaite en son nom. D'accord, mais de telle manière que dans son data center soit installée une solution largement surdimensionnée par rapport à son besoin que l'on pourra activer au moment où les besoins sont ressentis. C'est notre responsabilité de mettre les bons dimensionnements. D'accord. Est-ce que D'accord, ok. On n'est pas obligé. Enfin, notre responsabilité est de tenir nos engagements contractuels. Et dans les engagements contractuels, on va travailler évidemment sur le champ de variabilité que souhaite le client. Donc l'intendance, c'est votre problème à vous. Absolument. Et comme disait
celui qu'on connaît bien, la tendance suivra. Voilà. Okay. Dans les prévisions 2023, on a publié un texte qui venait de chez vous. Donc il y a un certain nombre il y a 4 points qui sont listés. Donc c'est anticiper les coûts à long terme du cloud, parce qu'on pense que le cloud c'est plus économique, mais il faut faire attention de ne pas lancer des applications et puis de les laisser tourner parce que ça peut finir par coûter cher. Définir un plan de contrôle de l'approche Zero Trust, donc vous en avez parlé. Définir l'architecture Edge, on en a parlé dans le cadre du multi-cloud. Et puis il y a un élément qui a attiré mon attention, c'est tirer parti de l'informatique quantique et se prémunir de la cryptographie quantique. Ça m'a un peu interpellé parce que finalement vous n'êtes pas un acteur directement impliqué dans le quantique, dans le développement d'informatique quantique. Donc, et j'ai vu que l'idée c'était de proposer de la simulation quantique pour que les entreprises puissent se faire la main sur cette nouvelle informatique. Est-ce que c'est uniquement ça ou est-ce que c'est un peu plus que ça? Moi, je pense que ce qui est important, c'est de s'intéresser et de suivre les développements de l'informatique quantique, qui on est encore qu'à un stade de laboratoire préliminaire, très préliminaire, pour comprendre, je pense, à terme, et là on parle de moyen terme, on parle probablement de 5 ans ou 8 ans, quelles vont être les opportunités ou les risques que cela peut engendrer par rapport aux infrastructures et aux solutions que je déploie dans mon infrastructure, je dirais, opérationnelle aujourd'hui. Donc, c'est dans cette mode d'accompagnement et d'études qu'il est important de s'y intéresser. C'est ça, mais vous n'êtes pas directement impliqué dans cette question-là. Il n'y a pas de question pour vous de l'être à terme, si je puis dire, parce que pour l'instant, on ne sait pas très bien quelle place prendra l'informatique quantique dans l'informatique en général. Mais je pense qu'on la voit plus complémentaire. C'est ça. Hein. Oui. C'est ce que l'on voit à ce stade. Ok. J'ai regardé, enfin, je ne veux pas dire que je l'ai lu intégralement, mais j'ai regardé le livre de Michael Dell, dont le titre est Play Nice But Win, donc c'est assez clair. Ça correspond, je crois, à la personnalité de Michael Dell. Et alors, on peut lire, page 240, que, en gros, Joe Totsi, qui était le patron de MC, donc qui a été racheté par Dell, ce qu'il avait fait de plus intelligent dans sa carrière, si je puis dire, c'était le rachat de VMware. Est-ce que la cession de VMware est aussi intelligente que l'achat par Joe Totsi? Et puis en gros, c'est une manière pour introduire la question de savoir, après la cession de VMware par Dell, où est-ce que vous en êtes, j'irais, dans les relations avec VMware, qui est quand même un acteur important pour ce que vous faites. Est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que le rachat par Broadcom modifie un peu les relations avec cet acteur très important de l'IT? De nombreuses questions, Guy. Oui. Je vais essayer de répondre. Tout d'abord, sur le dernier point, c'est toujours une intention d'achat, puisque Broadcom, l'achat n'a pas été... C'est vrai. Non, on a une fâcheuse tendance à faire en sorte que les choses sont faites alors qu'elles ne sont pas finalisées. Tous les acteurs sont d'accord mais il y a des autorités de régulation qui travaillent dessus, donc je pense qu'il y a encore... l'achat n'est pas effectif encore. C'est ça qui est important de garder en mémoire. Maintenant, je reviens sur votre question. Je pense en effet ce que l'on a vu avec la fusion de Dell et EMC dans Dell Technologies, c'est la création de valeur qui en a résulté, avec une croissance du chiffre d'affaires sur 6 ans qui est passé de 70 milliards de dollars à plus de 100 milliards de dollars de façon organique. Et on a vu VMware participer à cette croissance également de façon significative, parce qu'il y a eu une véritable, je dirais, co-développement et synergie au sein du groupe Dell Technologies. Co-développement en termes de solutions. On a vu dès le début de Dell Technologies des solutions comme des plateformes d'hyperconvergence type VxRail qui ont été développées et qui sont devenues un petit peu la référence, je dirais, en termes d'hybridation de cloud. On choisit un cloud on-prem et avec VxRail, on peut mettre des workloads relativement facilement ouvertes vers le cloud public. Donc, ça a vraiment été un des beaux exemples, je pense, de cette synergie. Cette synergie, elle s'est traduite par un accord qui a été signé l'année dernière, en fin d'année dernière, entre Dell Technologies et VMware, au moment du spin-off de VMware de Dell Technologies, qui donne pour 5 ans un cadre commercial
et de recherche et développement entre les deux sociétés. Donc il pérennise, si vous voulez, cette création de valeur et cet engagement commun que l'on a, tout en permettant aux deux sociétés d'être plus libres et plus agiles dans leurs domaines respectifs pour travailler sur d'autres solutions. Donc je pense qu'on a le meilleur des deux mondes aujourd'hui, avec, une fois encore, des solutions qui ont été développées conjointement et une pérennité et une visibilité long terme sur continuer ces accords, etc. Et en même temps, de développer et de laisser d'un côté à VMware, qui opère dans le monde du software, et à Dell Technologies dans le monde de l'infrastructure, de pouvoir enrichir leurs partenariats pour répondre à leurs besoins clients. Ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de travailler également plus, je dirais, ouvertement avec Microsoft, avec Red Hat, avec des grands partenaires justement sur lesquels les infrastructures vont s'appuyer. Et de la même façon que les solutions VMware sont critiques, elles le sont chez certains clients aussi de façon importante avec des solutions Microsoft ou des solutions Red Hat. Donc finalement, ça n'a pas changé grand-chose et vous avez une perspective pour les 5 ans qui viennent. Ça peut se faire. Je pense que ça a créé un partenariat fort et fort de ce partenariat, ça permet aujourd'hui d'ouvrir une fois encore au monde du multi-cloud. D'accord, donc là c'est dans 5 ans qu'il faudra se revoir pour en parler quand le contrat viendra à échéance. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que d'ici là, on le sait, vous et moi, l'IT avance tellement vite, je pense qu'on aura créé encore plein de nouvelles choses dont on pourra parler ensemble. Alors, justement, on parlait du cloud, donc le cloud continue à se développer. Maintenant, on parle, c'est le multi-cloud qui est à l'ordre du jour. Hein. Je crois que vous avez sorti une étude de Forrester. Oui. 85% des entreprises ont des solutions de multi-cloud avec 3 ou 4 fournisseurs. Donc maintenant, le paysage est assez établi, le cloud continue de se développer. Vous n'êtes pas un acteur directement impliqué en tant qu'opérateur de services cloud. Donc comment vous voyez le positionnement de Dell, fournisseur de solutions de matériel, serveurs, PC, etc., dans cet nouvel univers où le cloud sera de plus en plus important? Le cloud est extrêmement important. Déjà aujourd'hui, en effet, une étude d'IDC montre qu'un DSI opère en moyenne plus de 5 clouds. Et justement, son challenge, c'est bien celui-ci. C'est comment, aujourd'hui, il opère de façon automatisée, de façon sécurisée, l'ensemble de ces clouds, qu'ils soient publics, qu'ils soient on-prem, que ce soit des clouds souverains, que ce soit du edge cloud. Et on revient à ce que l'on évoquait, ce qui est essentiel, et les sociétés aujourd'hui qui réussissent à capturer les avantages économiques, mais aussi d'agilité entre ces différents clouds, ce sont celles qui développent, qui modernisent leur infrastructure de bout en bout avec des solutions standards que propose Dell Technologies. Mais alors, j'anticipe un peu sur la question qui me vient à l'esprit juste après, c'est que malgré tout, vous êtes un fournisseur des entreprises pour leur data center principalement, et vous n'êtes pas un fournisseur très... Alors, je ne sais pas, vous allez me dire, très actif pour les hyperscalers ou les sociétés de l'Internet. Donc, si celles-ci prennent beaucoup plus d'importance, finalement, votre marché potentiel, il va avoir tendance à se réduire. Alors, d'abord, la croissance est globale, tant chez les acteurs de cloud public que sur les solutions on-prem. Donc, les deux marchés sont encore en croissance. Et elles vont le rester, vous pensez ? Premièrement. Il faut vous organiser. Je me garderais bien d'aller sur le domaine de la prédiction. Des organismes comme le IDC ou le Gartner sont bien meilleurs que moi. Oui, non, mais pourquoi je pose ces questions, c'est parce que, je sais pas, je pense à... une fois, j'étais en relation avec un représentant d'AWS et il disait, à terme, on sera du 100% cloud. Donc, ça veut dire que votre part de marché à vous, elle sera réduite à portion congrue. Bon, ça, c'est un peu excessif, mais est-ce que cette idée que le cloud va devenir... prépondérant. Je pense que ce débat, il est derrière nous. Il est derrière nous. Je pense qu'il est derrière nous. Et en 2022 et en 2023 encore plus, beaucoup d'entreprises, comme vous l'évoquiez, commencent à réaliser que le cloud public a des avantages, mais a aussi des effets de bord qui n'étaient pas forcément prévus, des coûts qui peuvent exploser. Et donc, il ne correspond pas forcément à tous les besoins de l'entreprise. Et donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont plus dans un mode où elles cherchent en effet à optimiser, et ce, de façon vivante, leur répartition des workloads, des data, des applications entre les différents clouds, et en fonction des besoins et de l'évolution des coûts, de pouvoir rapatrier, migrer
certains de ces éléments du cloud public vers des solutions on-prem. On voit beaucoup aujourd'hui l'émergence depuis plusieurs trimestres, et je pense que c'est une bonne chose, de la notion de cloud souverain en France. Donc un certain nombre d'applications et de data sont en train d'être rapatriées vers des opérateurs Secnum Cloud français. On voit aussi des entreprises qui décident même de reconstruire des infrastructures, parfois en mode justement APEX, donc, mais on-prem, pour en garder totalement le contrôle. Donc, je pense que aujourd'hui, la réalité est hétérogène, et donc l'acteur qui réussira est celui qui réussit dans cette hétérogénéité à garder une fois encore toute la vélocité et la sécurisation nécessaires sans être loqué dans une solution propriétaire d'un fournisseur, qu'elle soit publique ou on-prem. Donc finalement, le balancier qui était allé un peu loin, il va avoir tendance à revenir... Alors, je ne sais pas si le balancier est allé aussi loin. C'est-à-dire, un certain nombre de personnes ont anticipé ou rêvé peut-être qu'elles allaient plus loin. Et je pense que la réalité aujourd'hui est plus complexe. Et chacun la réalise. Et là où Dell Technologies, pour répondre à votre autre question, apporte des solutions, c'est qu'on a par exemple un projet comme le projet Alpine, qui a pour ambition de porter l'ensemble de l'offre logicielle de Dell Technologies dans les places de marché des hyperscalers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous souhaitez investir dans une solution, par exemple, de backup, d'accord, comme PowerProtect, la solution de Dell. Vous pouvez l'acheter et la mettre en œuvre dans votre data center ou l'avoir à votre disposition dans une place de marché d'un des hyperscalers. Ça vous permet de gérer avec flexibilité que votre workload soit on-prem ou dans le cloud public demain, ou l'inverse, d'avoir un investissement pérenne avec une technologie du futur. Alors, finalement, vous avez répondu un peu à la question, mais je la pose quand même. Dans cette évolution entre, d'un côté, le cloud et de l'autre, le on-prem, comme on dit, la répartition, si on prend le cas des serveurs, vous êtes quand même le numéro 1 sur le marché des serveurs, si on fait le rapport entre les fournisseurs directs comme vous, Dell, HPE, Supermicro, IBM, et puis les ODM, qui sont quasiment tous des Chinois, la balance a tendance à pencher vers les Chinois. Et ces fournisseurs chinois, ils proposent principalement des solutions pour les hyperscalers et sociétés comparables. Vous pensez que là aussi qu'on a trouvé un équilibre et qu'ils ne vont pas prendre un poids encore plus important qu'ils n'ont aujourd'hui? Alors, je pense, comme vous le dites, Guy, que d'abord ce marché entre les ODM et les constructeurs comme Dell Technologies, où aujourd'hui c'est équilibré en termes de proportion, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'un des enseignements aussi de la crise du Covid a été l'importance de qualifier son sourcing et sa dépendance au niveau des infrastructures. Et d'autres événements, malheureusement, on en parlait vous et moi, nous montrent que l'importance de l'électronique, du hardware, de l'infrastructure sont importants. Je fais référence évidemment à la guerre malheureusement entre l'Ukraine et la Russie et ce que l'on constate, la difficulté des Russes suite au boycott occidental à se fournir en termes de technologie, de guidage. On voit bien que l'infrastructure est stratégique et donc aujourd'hui, beaucoup de sociétés s'intéressent et remettent de l'importance au niveau de leurs fournisseurs à s'assurer qu'ils aient une polyvalence et une sécurisation de leur supply chain. Donc je pense qu'avoir un monosupplier chinois est probablement aujourd'hui un risque que beaucoup d'entreprises ne prendraient pas. Mais alors justement sur cette question, vous avez annoncé il n'y a pas très longtemps que vous alliez réduire votre dépendance vis-à-vis des fournisseurs chinois en matière de composants électroniques. Par exemple, comment vous faites et où est-ce qu'on peut se fournir ailleurs? Puisque malgré tout, les Chinois, ils ont encore une part importante du marché. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les composants et puis donc les sous-traitants, en effet. Et puis, il y a ensuite nos capacités à nous en tant qu'industriels. Donc, en tant qu'industriel, nous avons toujours, Dell Technologies, favorisé une stratégie internationale proche de nos clients. Ça veut dire qu'on a toujours eu des usines, aujourd'hui, dans le monde entier. En Europe, par exemple, nous avons des usines en Pologne, depuis plus de 10 ans, et en Irlande, depuis l'origine de Dell. Oui, mais elles s'approvisionnent en composants. Donc, ces composants, ils viennent d'où? Alors,
j'allais y venir. Donc, un certain nombre de composants, comme par exemple les semi-conducteurs, on le sait et on a tous conscience, et là je parle bien d'un enjeu international, il y a une dépendance vis-à-vis de constructeurs, notamment taïwanais, qui est stratégique. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on a tous conscience que si demain la Chine envahissait Taïwan, je pense que tout le monde souffrirait, on serait pénalisé, les Chinois en premier d'ailleurs, mais l'équilibre est précaire de ce côté-là et qu'il y a une nécessité de diversifier à la fois les lieux, les zones géographiques de construction et voir des solutions appropriées. Donc il y a des plans soutenus notamment par l'Union européenne afin de construire des usines de semi-conducteurs, comme vous le savez, en Europe. Oui. D'accord ? Évidemment, on est très proche de ces partenaires, notamment d'Intel, pour les accompagner. On est directement intéressé puisque nous-mêmes, nous avons des usines de production de serveurs, par exemple, en Pologne. D'accord. Donc, sauf que ces solutions-là, elles demandent un peu de temps à se mettre en place. Ah, ça, c'est pas pour tout de suite. Construire une usine de semi-conducteurs. Ça se fait pas en 2 jours et ça coûte quand même pas mal d'argent. Quelques milliards de dollars. Voilà. Donc, en espérant que pendant la période intermédiaire, les choses ne vont pas trop se détériorer. Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde ait pris conscience de cette dépendance et qu'il n'est pas uniquement dans les semi-conducteurs, qui est dans beaucoup de domaines. Bien sûr, des choses très simples comme les masques ou le Doliprane. Voilà, on l'a constaté. Et alors justement, vous, on sort quand même, on va pas en parler, mais dans cette période assez troublée, Covid, puis guerre en Ukraine, etc., est-ce que vos supply chains ont souffert assez considérablement de ces événements conjoncturels, si je puis dire? Je pense qu'on a tous, en effet, souffert, évidemment, et été impactés, que ce soit par le Covid ou même par la guerre plus récente, qui a fermé un certain nombre de couloirs aériens entre l'Asie et l'Europe. Donc, évidemment, tout le monde a été impacté. Je pense, et nous l'avons été, comme le reste des constructeurs, je pense que la grande différence et l'enseignement que beaucoup de clients et de partenaires nous ont rapporté, c'est que Dell Technologies a su naviguer cette période de façon différenciée. C'est-à-dire que nous étions impactés, mais nous étions beaucoup plus prédictibles dans la capacité à dire notre capacité à fournir des solutions, des produits alternatifs et de les livrer avec des délais que nous tenions. Très bien. Écoutez, on va terminer sur cette note plutôt positive. En tout cas, Stéphane Huet, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Guy.